sujet incroyable, puisque depuis des années, des dizaines d'années, on parle des ovnis, des extraterrestres. Et alors, jusqu'à présent, vous le savez bien, c'était un débat entre les rêveurs, ceux qui avaient l'imagination fertile, parfois même un peu les tricheurs, et des scientifiques campés sur leur position certaine. Mais les choses sont en train d'évoluer. Voilà maintenant le sujet dont je vous propose de prendre connaissance. C'est ici, dans ce paysage lunaire, sur le col de Vence, dans l'arrière-pays niçois, que Pierre, Jean-Paul et Sébastien ont vu par 3 fois et très clairement des objets volants non identifiés. Et ben là, on arrive à l'endroit où nous étions postés le soir des 3 fois qu'on a vu le triangle. Donc en 94, 96 et 99. Nous étions donc là, ici, sur le bord de la route. Et la montagne qui est juste derrière moi, si vous arrivez à la voir, c'est dans le brouillard. Donc les triangles sont sortis, enfin on va dire sortis, ont plutôt apparu au sommet de cette petite colline. Et c'est venu vers nous, très lentement, comme ça, c'est venu en fait, ça a traversé, on va dire, la route, vulgairement. C'est passé au-dessus de nos têtes et après ça s'est, on va dire, dématérialisé sur place, quoi, à cet endroit-là. Et vous avez fait quoi exactement? On était paralysés par le spectacle, on n'a rien fait. On avait les yeux rivés sur l'objet, on n'en croyait pas, quoi, disons. C'était vraiment... On n'a pas bougé, on était là devant un spectacle gigantesque. On ne peut pas dire les distances hein, dans la nuit, hein, c'est impossible. Hein. On ne peut pas dire si c'est à 100 mètres, 50 mètres, 1 kilomètre, on ne peut pas dire. Mais vu la taille de l'objet, c'est quelque chose d'immense. Quelque chose de très très grand. Depuis, ils reviennent ici plusieurs fois par semaine dans l'espoir de revivre la même expérience. Pour eux, cela ne fait aucun doute, cet endroit est habité par ce qu'ils appellent le phénomène. Une chose étrange qu'ils ne voient pas toujours de leurs yeux, mais qu'ils parviennent parfois à capturer sur leurs photographies. Bon là, c'est très curieux parce que c'est très nuageux et on aperçoit, je sais pas ce que c'est un truc noir. On voit bien que c'est dans les nuages, on voit la partie supérieure dans les nuages. Ça, on a pu le vérifier sur ordinateur. C'est quelque chose de très très gros. Bon, c'est pas un ballon, hein. Il faut bien préciser que ces objets, on n'a absolument rien vu, c'est fait avec un appareil numérique, ce qui restitue la photo immédiatement. Il n'y a pas de manipulation, la photo est prise instantanée, on a l'image de suite. 2 heures du matin, retour au col de Vence. Et ben attention, là je précise quand même qu'on sait qu'il y a des particules, il y a du froid, il y a du brouillard, il y a des gouttes d'eau en suspension, ça on le sait tout ça. Hein. L'appareil on le nettoie bien à l'avance, donc on sait reconnaître tous ces parasites de l'image. Hein. Voilà, ça n'a aucun problème là-dessus. Hein. Vous allez voir, si on a des trucs qui apparaissent, c'est vraiment des trucs qui n'ont rien à voir avec ça. Mais c'est quoi le but pour vous? Détecter une présence, on va dire. Pourquoi? Parce qu'on sait que le phénomène est là, qu'il est bien présent, mais que c'est peut-être pas évident qu'il se manifeste aussi souvent que l'on souhaite. Ouais. Après avoir pris une vingtaine de clichés, retour au coin du feu. J'en prends une dernière. C'est maintenant qu'ils vont voir si le phénomène est parmi eux. Vous allez voir, alors non, hein, regarde, agrandis là. On voit les arbres, on voit la neige. Qu'est-ce que c'est? Ces filaments de lumière qui passent, ces espèces de guirlandes à l'horizontale. La photo suivante est encore plus étrange. Alors là, on a carrément un éclair qui passe devant nous. La photo est claire, elle est nette, il n'y a pas de bouger. Il n'y avait rien, vous avez vu. On n'a pas des êtres, on n'a pas une soucoupe posée, on n'a pas un truc de fou. C'est sûr, ce sont que des trucs de lumière pour le moment. Mais ça démontre une présence que l'œil nu n'a pas vue. On n'a pas vu ces stries de lumière. Et ces stries de lumière ne devraient pas exister. On est dans le noir total. D'où viennent ces lumières? Merci. Alors, pour un débat aussi sérieux, évidemment, des débatteurs sérieux. Alors, je vous les présente, mes invités. C'est Pierre Couturier, ici présent. Il est président de l'Observatoire de Paris. À ses côtés, Charles Frankel. Il est géologue planétaire, il est spécialiste de Mars. Il est auteur d'un bouquin formidable qui s'appelait La vie sur Mars. Alors, je dois dire que ces 2 messieurs, qui sont des scientifiques de formation, contestent totalement, en tout cas contestent la présence d'ovnis et d'extraterrestres tels qu'on a l'habitude de les présenter, ou tout du moins d'en parler. Hein. Je crois qu'être fidèle. En gros. Alors après, mes invités sur ma droite, j'ai François Louange. Il est consultant au Centre national d'études spatiales. On peut dire que vous êtes le spécialiste français de l'étude des photographies des phénomènes spatiaux inexpliqués. Inexpliqués, mais pas inexplicables. À vos côtés, Gildas Bourdet, qui est un auteur qui a écrit de nombreux livres. Il est un ufologue passionné. Il nous parlera de son dernier bouquin qui s'appelle OVNI, la levée progressive du secret. Voilà, il a une théorie très appuyée, très argumentée. À ses côtés, alors le directeur de recherche au CNRS, c'est Jean-Pierre Petit.
Et il est connu pour être le plus grand observateur français des ovnis. Il est d'ailleurs auteur de plusieurs livres sur le sujet, dont le dernier, parlez-nous-en. OVNI et armes secrètes américaines. Et qui est un bouquin incroyable et qui est formidable. Je l'ai lu et il est formidable. Voilà. Alors, merci d'abord d'avoir accepté de venir débattre sur ce sujet, qui est un sujet passionné, et j'espère que vous allez nous le rendre passionnant. Il existe donc maintenant 2 rapports qui ont été connus. Un s'appelle le rapport Cometa, l'autre s'appelle le rapport Sturrock. Alors, je voudrais, monsieur Louange, que vous me parliez d'abord du rapport Cometa. Qu'est-ce que c'est que ce rapport? Qui l'a fait? Qu'est-ce qu'il en conclut? Le rapport Cometa est un rapport qui a été fait par un certain nombre de Français qui ont pour caractéristique d'être des anciens de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, et qui ont compilé un certain nombre d'articles sur des faits, sur des témoignages et sur des considérations de pilotes, etc., concernant les ovnis, et qui ont fait un petit peu une étude de ce à quoi ils pensent qu'il faille se préparer si réellement devait s'avérer qu'il s'agisse de visiteurs extraterrestres. Et entre parenthèses, un rapport qui a été remis aux autorités politiques il y a un an, à la fois au président et au Premier ministre de l'époque, et qui concluait, il existe, parce que, bon, j'ai vu les conclusions, peut-être vous l'avez vu, vous aussi, monsieur Bourdet, Voilà, les choses de manière très carrée, ils disent, oui, nous pensons qu'il y a des ovnis, nous pensons que c'est probablement extraterrestre, et nous pensons, disent-ils, que c'est très secret aux États-Unis et que ça pose un problème. Alors, la composition de ces personnes qui ont fait le rapport, c'est des gens... Ce sont des gens d'un certain âge, mais qui ne sont pas des croulants. Et alors... c'est des amiraux, des généraux, des ingénieurs. Des ingénieurs généraux de l'armement, des anciens polytechniques. Il y a un ancien major de l'X. Ça fait quand même une assez jolie brochette qui a un certain poids. Et alors, il y a eu un autre rapport qui a donné naissance à un livre. On l'appelle le rapport Sturrock. Ça aussi, vous pouvez nous en parler en 2 mots. C'est à l'origine M. Rockefeller, je crois, voilà, qui a financé cette opération. Tout à fait. M. Rockefeller, qui finance des tas d'opérations dans le domaine artistique et scientifique, a voulu en avoir le cœur net. Pourquoi les scientifiques ne peuvent-ils pas dialoguer avec les gens qui s'occupent d'OVNI? Donc il s'est payé son propre petit congrès privé à New York dans sa maison, avec un certain nombre de scientifiques venant de différents horizons. Et dont 4 Français, je crois. Hein. Dont 3 Français, dont je faisais partie parmi les scientifiques, et le chercheur, l'ingénieur du CNES qui est chargé de collecter les informations sur les ovnis en France. Et puis, donc, le but était de voir quelle serait l'opinion de ces gens-là pour faire suite à ce qui s'était fait 30 ans plus tôt aux États-Unis, sous le nom de rapport Condon, où il avait été dit en gros, aucun intérêt, il n'y a rien à voir, il n'y a aucun intérêt pour la science à se pencher là-dessus. Là, les scientifiques ont beaucoup travaillé avec les autres et sont arrivés à une conclusion légèrement différente qui dit, nous n'avons pas encore nécessairement la preuve qu'il existe des événements inconnus et encore moins extraterrestres, mais nous pensons que la science a vraiment tout à gagner à se pencher sur cette histoire-là. Alors, monsieur Jean-Pierre Petit, vous, de votre côté, bon, vous aussi, vous avez une position aujourd'hui qui est tranchée. Je vais essayer de vous résumer l'histoire OVNI au niveau international, à travers une image. Imaginez que les avions n'existent pas. On est sur une histoire terrestre parallèle. En Europe, aux États-Unis, les avions n'existent pas. Mais il y a un pays mystérieux qui fait survoler les avions au-dessus de l'Europe, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 50 ans, les Français ont créé des organismes comme le GEPA, comme le CEPRA, et puis ils ont des empreintes des pneus, ils connaissent exactement la distance qui existe entre les 2 roues, tandis que les Américains, ils ont récupéré une épave, ils ont fabriqué un avion et ils volent dedans. Et on en parlera tout à l'heure. Par exemple, celui-là. Alors, maintenant, qu'est-ce qui nous fait dire aujourd'hui, hein, et quel est le point d'accord qu'il peut y avoir entre les gens qui, comme vous, ont une formation, ont l'habitude d'aborder ces questions, et des scientifiques qui, eux, le contestent? Je voudrais qu'on parle des points d'accord. Est-ce que, selon vous, il existe, oui ou non, une vie en dehors de notre vie, dans un système, quel qu'il soit, le nôtre ou un autre? Première question, monsieur Couturier. Alors, ce qui a été validé par une approche scientifique, c'est qu'il est fort probable, et c'est un thème qui est très en pointe à l'heure actuelle dans nos recherches, il est fort probable qu'il y a des tas de systèmes planétaires dans l'univers, que dans ces milliards de systèmes planétaires qui peuvent exister dans notre univers, il est très probable qu'il y a des moyens de développer une chimie qui amène à la vie. Donc nous sommes persuadés qu'il y a la vie extraterrestre quelque part. Maintenant, il y a un autre problème, c'est est-ce que s'il existe une vie dans d'autres systèmes planétaires que le nôtre, est-ce qu'il y a des chances qu'il puisse venir
même s'ils connaissent depuis très très longtemps des moyens de locomotion sophistiqués, est-ce qu'il y a des chances qu'ils puissent venir nous rencontrer et venir... Ne serait-ce que communiquer. Etc. Alors là, on peut vous dire que scientifiquement, on a pour l'instant tout ce qui a pu être publié montre l'impossibilité qu'il y a de communiquer sur une échelle, sur une très faible probabilité de se propager dans l'univers à des vitesses suffisamment grandes, avec des munitions suffisamment grandes pour se nourrir et pour maintenir la vie. On n'a pas trouvé encore un article scientifique qui nous explique comment ça marche. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas un jour à le faire. Mais l'approche scientifique exclut pour l'instant ceci. Alors, regardez. C'est quoi l'approche scientifique? Attendez. Alors, monsieur dit... Très peu de chances, par contre, que cette vie soit en contact d'une manière ou d'une autre avec nous. Alors, moi, je veux dire la chose suivante. Hein. Vous parlez de l'article publié dans des revues avec référé. Moi, je l'ai fait. Tous mes travaux scientifiques ont été publiés dans des congrès internationaux, dans des revues avec référé. Vous le savez, ne faites pas cette tête-là, vous le savez très bien. Je suis aussi spécialiste en cosmologie théorique. Vous savez très bien que les modèles cosmologiques, actuellement, se cassent la figure, comme c'est pas croyable. Les revues scientifiques en sont pleines. Toute notre vision de l'univers est en train de se refondre. Donc, cette vision scientifique, cette espèce d'approche scientifique que vous invoquez, c'est quelque chose qui est en train de tomber en désuétude. Ah oui, absolument. Vous êtes directeur de recherche? Mais absolument, je suis directeur de recherche. Le modèle cosmologique actuel a du plomb dans l'aile, tout le monde le sait. Si vous ne le savez pas, renseignez-vous. Attendez, on ne parle pas de cosmologie, qui est un sujet totalement différent. Il a du plomb dans l'aile comme mais bien toute sûr que science. Si. Attendez, pour les gens, on va expliquer. Qu'est-ce que c'est la cosmologie? C'est la conception qu'on a de la structure de l'univers. Lorsque M. Couturier parle de l'impossibilité d'aller d'une planète à l'autre, c'est parce qu'il ça revient à dire on n'est pas par rapport à nos connaissances à nous. Par rapport à nos connaissances du moment. On va commencer dans l'ordre. Voilà. Puisque vous parlez, on va prendre pour que les gens comprennent bien. Est-ce qu'on peut connecter la certitude qu'il existe une vie quelque part et la certitude qu'il y a des ovnis l'un avec l'autre? Alors, à votre avis? À mon avis, il faudrait poser le problème au départ. Vous nous aviez dit que nous avions parlé d'ovnis. La question qui a été soulevée, qui est extrêmement intéressante, est celle de SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre. Et il est possible, après tout, qu'il y ait un rapport entre les deux, mais il n'y a aucune certitude. Le problème des ovnis, c'est un problème qui est mondial, qui est qu'un tas de gens voient des choses extrêmement troublantes, parfois très 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 troublantes, qu'un tas d'appareils font des enregistrements qui sont non compréhensibles, des photos, des enregistrements radar, etc. Que derrière ça, si on fait un tout petit peu de travail, on s'aperçoit qu'une grosse partie peut s'expliquer, que les gens de bonne foi, parce qu'il y a peu de tricheurs finalement, se sont trompés, mais il en reste plein. Et le problème des ovnis, c'est de trouver l'explication de tout ça. C'est pas forcément une seule explication, ça peut en être plusieurs. Certaines, de façon sûre, relèvent de phénomènes atmosphériques qui, pour certains, n'étaient pas connus il y a 5 ans, qui aujourd'hui expliquent certaines des observations. Donc, lier forcément l'histoire, les gens voient des choses à des extraterrestres, déjà, c'est franchir un pas qui me paraît un petit peu osé aujourd'hui. Il est possible qu'il y ait de ça, mais on n'en sait rien. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pour le faire, il faut le démontrer déjà. Alors, votre avis à vous? Alors, je comprends très bien ce point de vue-là, mais je pense... Ne le partage pas. Je ne le partage pas, non, parce que j'ai quand même étudié pas mal un certain nombre de choses, notamment toute cette histoire secrète des ovnis aux États-Unis. Et c'est très important et c'est encore assez peu connu en France. J'en ai parlé avec beaucoup de gens qui sont certains des physiciens. Par exemple, le professeur Auguste Messen me disait, je me souviens, c'est pas un révolutionnaire, hein, qui me disait, mais il faut aller plus loin. Et il s'intéresse beaucoup à Roswell, quelqu'un comme le professeur Messen. Donc, il y a des dossiers comme l'affaire Roswell qui prouvent, ou qui sont des quasi-preuves, si vous voulez, si on les examine sérieusement, qu'il y a non seulement qu'il y a des extraterrestres, mais qu'on en a les preuves de leur existence. Parce que les Américains ont ces preuves. Je voudrais intervenir parce que je suis allé à Brighton à un colloque sur la propulsion avancée. Là, j'ai rencontré des scientifiques américains qui travaillaient sur les bras de programme américains. Au cours de ces conversations, ils m'ont dit on a récupéré une épave à Roswell et on l'a reconstituée. Et vous avez là un engin qui s'appelle Aurora, qui n'est rien d'autre que la reconstitution de l'épave de Roswell. Ça a simplement pris 50 ans. Ça vole depuis 12 ans. Ça a pris 50 ans, ça fait 12 ans que ça vole. Alors montrez-nous le procédé. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça vole, parce que ça, c'est une image que... Parce que personne n'est au courant. Tout le monde, les scientifiques savent qu'Aurora existe. Hein. Vous allez nous critiquer le sujet après. Absolument. Mais laissez-moi au moins expliquer comment ça fonctionne. Au départ, vous avez un appareil comme ça, qui est simplement une aile volante à très forte flèche, avec 4 turboréacteurs. Il décolle par ses propres moyens, il monte à Mach 2, Mach 3, etc. Quand il arrive à 30 km d'altitude, à ce moment-là, il change complètement de configuration. En dessous, l'entrée d'air se referme.
Vous avez ici Aurora dans sa deuxième configuration avec son entrée d'air refermée. Ici, c'est turboréacteur. Et vous avez une deuxième entrée d'air qui se manifeste sur le dessus, qui s'ouvre, qui comporte ici un système MHD qui ralentit l'air. Et justement, là est l'idée complètement extraordinaire, c'est qu'on a de l'air qui déboule à 10 000 km/h et on le ralentit sans l'échauffer. Ce qui permet de faire fonctionner cette machine avec des turboréacteurs conventionnels. Voilà. Ce qui est extraordinaire. Oui, parce qu'il faut dire aux gens, faut dire aux gens que normalement, à ces vitesses-là, on atteint des échauffements tels de l'air que plus aucun moteur, un moteur atmosphérique peut plus fonctionner. Et avec ce système-là, on peut ralentir l'air sans l'échauffer, on fabrique l'électricité, et qu'est-ce qu'on fait de l'électricité? On s'en sert pour augmenter la vitesse d'éjection à l'arrière de l'appareil. Alors, ensuite, on dit, que ça, c'est exactement la réplique de l'épave qui a été retrouvée à Rockwell, qui a été reconstituée par des ingénieurs. Est-ce que ça existe maintenant pour le compte de l'armée américaine? Les Américains me l'ont dit. Et ces appareils... Quels Américains vous ont dit ça? Pardon, je voudrais intervenir à un point. Je voudrais revenir sur le problème de la méthode scientifique. Je n'exclus nullement que des appareils de locomotion basés sur les moteurs à plasma qu'on utilise couramment dans le spatial, enfin couramment, le moteur à plasma est l'un des prototypes dont on cherche de l'utiliser dans les systèmes spatiaux pour les grands voyages interplanétaires. Donc, il y a des moteurs à plasma, on sait que ça peut marcher et ça peut donner des résultats intéressants. Cependant, ce que je voudrais dire, c'est que la méthode scientifique demande que les choses publiées passent devant des référés. Et lorsqu'on nous affiche secret défense, il ne s'agit plus de méthode scientifique, attendez, il s'agit d'autre chose. Le secret défense peut être imposé. Non, mais attendez, vous avez raison pour dire, je ne peux pas en conclure que ça est, mais reconnaissez que sous le secret défense, pendant des dizaines d'années, certaines autorités militaires en particulier ont réussi à nous planquer des trucs. Mais que les avions furtifs n'aient pas été... Non, mais attendez, que les avions furtifs n'aient pas été connus des scientifiques par des publications scientifiques, je le concède. Oui, mais personne ne sait si les avions furtifs sont le fait de l'imagination des armées de terre ou d'autres. Mais attendez, c'est là que j'arrête. C'est là que j'arrête. On peut très bien avoir des systèmes qui vont avoir des caractéristiques techniques allant au-delà de ce que l'humanité commune connaît, mais qui est arrivé au niveau des développements techniques dans le domaine de la défense, caché par le secret, à un point de développement qui n'est pas encore atteint dans le niveau technique commercial. Mais pour passer de là à faire des voyages interplanétaires, je vous dis, là, je ne connais rien. Fait troublant numéro 1, c'est que une grande partie, presque 25%, des témoignages des gens sont corroborés par la présence sur des radars de phénomènes qui sont à peu près décrits et repris. Premier fait troublant. Deuxième fait troublant, on a des empreintes assez souvent inexpliquées. Et troisième fait troublant, on a, quand on va encore un peu plus loin, on trouve souvent des phénomènes magnétiques qui accompagnent la présence d'objets qu'on n'a pas bien identifiés. Alors comment vous expliquez ça? Moi, je veux vous dire la chose suivante, c'est qu'en Amérique, le fait que les ovnis soient d'origine extraterrestre, c'est une chose qui est acquise depuis 1947. Et je réponds ainsi à la question de M. Frankel. Pourquoi est-ce que les Américains ont construit ça? C'est parce qu'ils sont intéressés au phénomène OVNI depuis 1947. Nous n'avons pas fait ça en France. Nous avons 25 ans de retard en matière de propulsion aérienne. C'est clair. Par exemple, vous avez un troisième objet que vous avez fabriqué ici, qui est le B2. Je pense que les gens l'ont tous déjà vu. Celui-là. Bon, c'est un appareil fantastique, furtif, et puis surtout, il est subsonique. Autrement dit, le fin du fin des appareils américains, c'est d'être subsonique, de voler en dessous de la vitesse du son. Il lui faut 4 ravitaillements en vol pour aller faire un bombardement sur Kaboul. Regardez ce que c'est que le véritable B2. C'est ça. Tout ce que vous avez au-dessus, c'est bidon. Ce qu'on vous montre, ce sont des leurres. C'est une machine hypersonique qui vole à Mach 12 et qui, en plus, ne crée pas d'onde de choc. Et qui n'est pas détectable puisqu'il est complètement furtif. Il faut que les gens savent que le fait d'être furtif veut dire que par ses angles et par la configuration de ce long peinage, il ne peut pas être pris par les radars. Et je vais vous dire la chose suivante, c'est que non seulement en France, on est à la retraîne, mais qu'on n'est même pas capable de comprendre ça, parce qu'il y a encore des gens qui s'imaginent que les ondes de choc sont complètement inévitables, hein, comme M. Couturier. Donc alors actuellement, pardonnez-moi. Attendez, non mais là on est en train, pardonnez-moi, monsieur Jean-Pierre Petit, vous êtes en plein dans la raison pour laquelle on a fait ce débat, c'est que c'est terminé de dire sous prétexte qu'on ne le voit pas, ça n'est pas. Toute l'histoire de l'humanité est truffée de choses qu'on a refusées ou qu'on a contestées simplement parce qu'on n'avait pas la preuve mathématique 2 + 2 = 4. Churchill avec les V1 qui se les sont pris sur la tête parce que les experts qui étaient autour de lui expliquaient que jamais les V1 arriveraient jusqu'à Londres.
ça lui a coûté cher. Alors donc, moi, je suis plutôt du genre à écouter, à pas croire tout. Mais le fait est qu'il y a une volonté, personne ne peut nier, des Américains de contester tout, y compris des choses qui sont plus contestables. Beaucoup de personnes très intelligentes voient des ovnis, c'est clair, et ce n'est pas une question d'intelligence de voir un ovni. Et le problème, c'est de l'interpréter. Parce qu'un ovni, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on n'a pas identifié, tout simplement. Ça peut être n'importe quelle explication, comme celle que vous avancez, qu'il peut s'agir d'extraterrestres. Moi, j'aimerais bien en être convaincu, mais je ne le suis pas du tout. Beaucoup d'autres explications peuvent être avancées. Lorsqu'on rentre dans le système du non démontré, scientifiquement, la statistique d'une population vous démontrera que vous trouverez toujours autant de témoins dans la population scientifique, dans la population non scientifique, etc., qui sont capables de voir des ovnis. C'est ce que nous vous disons. Des ovnis, ce sont les objets volants non identifiés. Par exemple, je vous prends un exemple. On voit tomber une vache du ciel. Bien, premier réflexe, on peut dire c'est une vache folle. Bon, il faudrait qu'elle ait sauté très haut, etc. Mais il se trouve que vous demandez, vous faites une enquête, vous apercevez qu'il y a un avion cargo qui est passé et qu'il y avait des vaches et que la soute était mal fermée et les vaches sont tombées. Ce fait divers a existé. Bah alors attendez, je vais au bout. Attendez, je vais au bout. Attendez, je vais au bout. Non, mais laissez-moi finir. Oui, allez-y, parce que j'ai une histoire là-dessus. Sur les vaches folles. Le point qui est important, nous ne contestons pas des témoignages. Ce qui nous importe, c'est de savoir, est-ce que derrière ces témoignages, est-ce que derrière cette observation, il y a une interprétation? Est-ce que derrière cette interprétation, il y a une modélisation qui permet de reproduire cette réalité ou d'interpréter cette réalité? J'ai compris, si vous nous l'aviez dit tout à l'heure. Ça, vous nous l'aviez dit déjà tout à l'heure. Il y a une chose qu'on n'a pas encore dite, mais il faut absolument y arriver, c'est qu'il y a une politique du secret qui est poursuivie aux États-Unis et qui est monumentale. Mais là, on est en France, ils ne sont pas américains. Mais les Français suivent. Les Français, allez-y. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que tout à l'heure, avant l'émission, j'ai parlé avec Couturier de cette histoire Roswell, et il m'a dit, Roswell, je ne sais pas ce que c'est. Donc les scientifiques, ils ont une caractéristique, Attendez, ils s'expriment sur les sujets sur lesquels ils ne connaissent strictement rien. Attendez, je vais lui dire un truc qui ne va pas lui faire plaisir. C'est de s'exprimer sur un dossier qu'il ne connaît pas. Regardez, monsieur Couturier, je vais vous dire quelque chose qui va vous avez pris la vache folle hein, qui tombe du ciel. Hein. Non, mais qui est et puis 15 jours après, on dit, existait. mais attendez, évidemment, regardez la compagnie, je ne sais pas laquelle, on ne va pas faire de publicité, hein, elle transportait des vaches le 25 janvier à cette heure-là, etc. Mais il est arrivé des fois qu'on voit qu'on nous a donné une explication qui était bidon. C'est-à-dire qu'on nous a expliqué par l'absurde des raisonnements qui étaient faux. Donc là où ils ont raison, c'est que ce qui met le doute quand même maintenant aux scientifiques, je ne parle plus aux gens, c'est qu'il y a, le fait est, une vraie volonté de ceux qui sont aux commandes, en particulier aux États-Unis, de planquer la réalité de ce qui se passe. Je ne le crois pas. L'avion, qu'est-ce que vous avez à dire sur cet avion? Sur l'avion qui vous a donné là. Cet avion, c'est une preuve de l'intelligence de l'homme. Et on fait bien peu cas de l'intelligence de l'homme. Attendez que je finisse ma phrase. On essaye de donner aux extraterrestres le crédit de ce que l'intelligence humaine, de ce que l'industrie humaine fabrique. Moi, je pense que les Français ne sont pas en retard dans la fabrication d'avions. Merci. Heureusement, ils ne font pas de soucoupe volante. Ils font de très bons avions. À vous avez... Bon, j'ai encore un témoin. Ah, vous avez vu, hein, ça commence à changer. Je voudrais répondre à propos de cette histoire justement d'avion. C'est qu'actuellement, aux États-Unis, on vous montre des images avec un projet Aurora qui serait censé marcher à Mach 5 et Mach 6 alors que ça vole depuis 12 ans. Vous comprenez? Non, là, je ne comprends pas ce que je comprends. Ça fait 12 ans que ça vole, Aurora. Ça, c'est vrai. Oui, mais alors qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux extraterrestres? Non, la vraie raison, et moi, je voudrais conclure par ça, pourquoi... Selon vous, est-ce qu'il y a un objectif politique qui est recherché dans cette volonté de nous cacher les choses? C'est dit dans Cometa, c'est dit dans le rapport Cometa. À la fin du rapport Cometa, ils disent les Américains ont tout à fait intérêt à cacher cette avance de manière à cacher l'hégémonie considérable. Oui, mais lui, il va plus loin. Lui, il dit carrément qu'il y a un deal entre les Américains et les Martiens. Et les... Oui ou non? Oui, Non, attendez. Vous dites carrément qu'il y a un accord passé, j'ai pas rêvé, j'ai lu votre livre, il y a un accord passé entre... Alors voilà ici M. Paul Chartel, ancien officier, qui est passé à la télévision en 88 et qui a dit qu'il a vu le film de la première rencontre avec des extraterrestres
sur la base de Holoman au Nouveau-Mexique. Il est passé à la télévision, tout le monde a rigolé en disant c'est de la rigolade. Bah, moi, j'ai envie aussi un peu, quoi. Eh ben non, moi je n'en ai pas. Non, mais je dis, bon... Je regrette que ces extraterrestres, qui doivent être certainement très intelligents, Et peut-être sympa, en ils plus. ne viennent pas contacter les astronomes Alors, qui s'occupent attendez, beaucoup des problèmes de l'univers. s'ils Peut-être existent... que les astronomes ne sont pas très intelligents. Alors. Oui, c'est peut-être ça aussi. Ah oui, c'est peut-être ça qu'on aussi, n'est pas oui. fréquentable pour Oui, eux, oui, pas mais le jour où ils fréquentable. vont venir, ça risque de faire mal. Attention. C'est pour ça qu'ils prennent leur temps. Voilà. Merci. Merci d'avoir assisté à cette émission. Je vous donne rendez-vous pour dans 15 jours pour À tort ou à raison.